Tout d'abord, je voulais vous signaler que j'en suis tout à fait au début de ma recherche, donc merci de votre indulgence. Ça fait moins de 6 mois que je travaille dessus. Depuis quelques années, à titre privé, je m'interroge sur l'univers du rouge, les acteurs, la possibilité d'un champ, sa délimitation, les interactions et les conflits qu'il composerait. Depuis quelques mois, donc 6, je m'intéresse plus particulièrement à la culture du goût chez les professionnels de la gastronomie, comment il s'acquiert, se développe, se transmet, se démocratise. Donc, en quelques mots, je m'intéresse à la constitution de la gustothèque chez les professionnels. En sociologie, comme en tout, pour susciter une envie et un intérêt, il faut une histoire personnelle et un événement déclencheur. Je vais vous parler de moi quelques secondes. Pour l'histoire personnelle, ma connaissance du milieu professionnel vient de 10 ans de plonge en restaurant gastronomique pour payer mes études, et d'un frère qui a débuté par un BEP CAP en hôtellerie et qui a gravi les échelons en jusqu'à occuper aujourd'hui un poste important, stratégique pour moi et pour cette recherche, dans l'hôtellerie de luxe. Mon œil de sociologue s'est donc affûté en même temps que mon frère a gravi les échelons au prix du Dénon, et il m'a fait découvrir ainsi un nouveau monde, et puis parallèlement la cuisine évoluait beaucoup. Une nouvelle génération de chefs était respectée, émergée, avec des nouvelles pratiques et une envie de ne pas rester uniquement derrière le fourneau comme les chefs à l'ancienne. Je crois que tout cela a maturé dans un coin de ma tête jusqu'à l'élément déclencheur qui m'a conduit à cette recherche, Best of Paris, je ne sais pas si vous connaissez ce festival, pendant lequel je me demandais, je me suis venu précis, où on mangeait des lentilles du puits avec une pâte de kimchi concentrée. Je me demandais mais quel parcours peut bien conduire à construire et à préparer un tel plat. Donc je ne désespère pas de demander son avis directement au chef, Pierre Sandrier, mais en attendant, j'ai essayé de m'intéresser donc à la culture du goût, à son acquisition, à son enrichissement, sa transmission, sa démocratisation, et ce à travers le parcours de ses acteurs. Pour illustrer tout ça, cette démarche, je vais vous parler de ce que j'appelle le syndrome de la salade de fruits. Je vous ai donc fait une petite sélection de photos autour d'un exemple, la salade de fruits, pour illustrer ce qui me questionne et ainsi rendre concret mon cheminement. Autrement dit, en images, je m'interroge sur les parcours qui mènent à traiter le plat de cette manière. La première photo, c'est la photo que j'aurais pu prendre moi-même dans ma petite cuisine. Donc ça représente tout à fait la manière dont je réaliserai ce dessert, photo floue compris, bien évidemment. Je l'ai appelé la salade de fruits ménagère. Tout de suite, je précise que je n'emploie pas le mot ménagère parce que seules les ménagères réalisent des salades de fruits comme ça, mais parce que j'ai accordé ménagère à salade, pour le moment. Et puis aussi, pour un petit peu par provocation, parce que c'est un terme que nos amis les chefs apprécient particulièrement. Donc elle défie une cuisine du quotidien, peu aboutie, un petit peu grossière. C'est un terme qu'ils édulcorent ces dernières années en utilisant plutôt le terme de cuisine de grand-mère, synonyme de réconfort. Enfin, quel que soit le terme employé, on comprend bien que ce n'est pas une cuisine de grand chef. Là-dessus, d'ailleurs, je vous renvoie à l'article, l'excellent article d'ailleurs d'Alice Béja sur Top Chef, l'excellence à la française. Donc, de temps en temps, il m'arrive également d'aller déjeuner avec mes collègues, et on me dit, je me retrouve avec cette salade de fruits. La salade de fruits dite de brasserie. Et puis parfois, je sors dans les restaurants gastronomiques et je découvre ça. Et vraiment, quand c'est la fête, exceptionnellement, et que je fréquente l'hôtellerie de luxe, ma salade de fruits devient ça. Mais déjà, nous ne sommes plus vraiment face à la salade de fruits, puisque nous avons un Rubik's Cube de fruits, sur les termes bien évidemment, et le deuxième, un carpaccio de fruits au sirop aromatisé. Les grands fans reconnaîtront le travail de Jean Imbert, top chef de l'entreprise. Ce que je vais vous expliquer avec ces photos aujourd'hui, c'est que ce qui m'intéresse dans la recherche que je mène actuellement, c'est de montrer à travers les parcours comment le goût est le produit d'une histoire qu'il s'acquiert, qu'il se travaille, qu'il se développe, qu'il se transmet, et qui n'a pas la même définition pour tous. Donc, je partage l'opinion de Stéphane Olivesi lorsqu'il écrit qu'il n'existe pas de créateur inventant le goût ex nihilo, et que l'on doit davantage penser le gustateur précédant le créateur. Et je crois également, comme le met en avant Pierre Bourdieu dans la distinction, qu'il existe des acteurs dont l'inscription dans une culture prédispose à la création. Que les besoins culturels sont le produit de l'éducation et qu'il est possible de comprendre en étudiant l'économie des biens culturels, c'est-à-dire en établissant les conditions dans lesquelles sont produits les consommateurs de biens culturels et leur vie. D'autre part, comme le montrent Gérard Mauger, Claude Pauliac et Bernard Pudal dans leur ouvrage Histoire de lecteur, donc à propos des lecteurs et fondateurs professionnels,
La fabrique du goût se situe également à l'échelle des situations de réception. Autrement dit, l'analyse doit se tenir compte de l'individu en tant que porteur d'une histoire singulière, susceptible elle aussi à sa manière de transformer les conditions sociales de possibilité en affinités pratiques et effectives. Donc la trajectoire biographique est constituée d'un ensemble d'itinéraires simultanés ou successifs, les histoires familiales, les parcours scolaires, les carrières professionnelles, au sein duquel s'inscrit l'itinéraire d'acteurs, comme succession de pratiques et de consommation d'une catégorie spécifique ou bien culturelle. Et enfin, comme écrit Venceslas Lisée et Olivier Rueff à propos de la fabrique du goût, musicale cette fois-ci, la trajectoire biographique est à l'origine de l'intériorisation d'un système de disposition sociale, culturelle et esthétique. Le goût peut alors être appréhendé comme le produit de la rencontre entre ce système de disposition ancré dans les rapports sociaux et une offre diffusée sous certaines modalités, et les catégories d'appréciation prescrites par l'univers spécialisé de production et de diffusion, telles que cette rencontre se réalise notamment au sein des groupes de pairs. C'est donc avec ces convictions, j'ai construit l'objet de ma recherche pour comprendre les représentations, les formations et les transformations en gastronomie. Je pense qu'il faut s'intéresser aux trajectoires des acteurs qui contribuent à construire cet espace. Autrement dit, il faut se pencher sur ceux qui définissent les produits à goûter sous l'effet de leur inscription dans une culture et dont ils parviennent à convaincre le public qu'ici se situe la norme de l'excellence. Le but de cette recherche est donc en quelque sorte de vérifier, si comme écrit Stéphane Mbedi, les plus inventifs sont d'abord ceux, plus que d'autres et mieux que d'autres, qui ont su mobiliser une intelligence pratique inhérente à la socialisation. Le goût n'est pas une affaire de nature, mais bien de culture, et qui plus est, de culture d'élite, celle qui, par l'exemple qu'elle donne et l'envie qu'elle suscite, lance les modes et les manières et valorise les beaux parmi nous. Comprendre la genèse du goût et c'est sonder l'univers imaginaire et social des acteurs, c'est-à-dire l'espace coercitif dans lequel s'inscrit leur pratique, mais c'est aussi comprendre les perpétuels processus d'ajustement et de jugement des uns et des autres, des uns sur les autres et des uns avec les autres. À la fois, le goût s'avère très largement façonné par l'environnement professionnel dans lequel l'individu évolue et les très nombreuses interactions qui le conditionnent, à la fois dans ses manières de juger et le contenu de ses jugements, comme le montre Stéphane Bézier pour les souligner. L'alimentation est également un support de l'identité individuelle avec une palette de goûts qui s'élargit et différencie sous l'influence des pairs et des habitudes qui entourent l'enfant. Pour ça, je vous renvoie à la sociologie de l'alimentation de Rémy, Vici et Leja. Et c'est dans les situations d'imitation que se transmettent les normes concernant, par exemple, la comestibilité des aliments. Les perceptions se transforment en préférence sous l'action du contexte social, familial, émotionnel, de la consommation. Là, je vous renvoie à l'ouvrage de Matichila. Et enfin, il faut bien évidemment ne pas oublier la place négligeable que les souvenirs culinaires occupent dans la mémoire familiale. Là, ce sont les travaux d'Amonsal. Donc, nous l'avons vu, comprendre le goût, c'est comprendre les perpétuels processus d'ajustement et de jugement entre pairs et entre famille. Et comprendre le goût, c'est également connaître le bon goût, celui que les professionnels nous disent comme étant le goût. Le partage à la table, la commensalité, nécessite plus que le partage d'une culture, plus qu'une simple entente, elle nécessite aussi l'adhésion à des valeurs communes que certains produits, qui sont objets de goût ou des goûts, contribuent à véhiculer. Elle nécessite la connaissance d'un certain bon goût, voire du goût juste. Les produits sont alors d'autant plus désirables qu'ils fonctionnent comme des marqueurs distinctifs, supportant les cultures du goût. Le goût peut toutefois revêtir des formes différentes selon les professionnels que l'on interroge. Dans le cadre de mon terrain, le bon goût est défini tantôt par un produit autour duquel tout un travail est réalisé, donc un produit exotique, une épice, un légume, une viande locale à découvrir ou à redécouvrir. Ça peut être également un geste technique maîtrisé, on l'a vu tout à l'heure, un jus travaillé dans les règles de l'art qui à lui seul fait au plat, la technique des bouillons infusion d'herbes qui sont très à la mode en ce moment, également par un principe, le zéro déchet, ou par une émotion, une histoire. Dans ce cas, c'est le goût et l'histoire véhiculée par le plat et l'émotion qui l'induit chez l'auteur. Le bon goût est en quelque sorte la philosophie du professionnel, sa marque de fabrique, l'image et les valeurs qu'il veut transmettre à sa clientèle et qu'il veut que l'on retienne de lui. Ce qui peut différer par exemple du plat signature que certains chefs ne choisissent pas toujours et sont parfois imposés par leur clientèle.
Le bon goût est le goût qui valorise l'ego, comme écrit le philosophe Oscar Parenteau. L'ego du professionnel, tout autant que celui du profane, me semble-t-il. Donc en gastronomie comme en musique, la production est toujours orientée vers sa réception, la réception que Dacessas Rizet et Olivier Roët définissent comme étant toujours le produit négocié selon les dispositions du consommateur, les conditions qui lui imposent les propriétés intrinsèques de l'œuvre, les dispositifs au sein duquel elle est présentée, les sociabilités qu'elle occasionne et les discours spécialisés qui lui donnent sens. Autrement dit, les modalités de la production sont régulées par l'enjeu et les formes de leur réception, et les modalités de la réception sont en partie déterminées par les stratégies que les producteurs déploient pour tenter de les contrôler. Plus clairement et concrètement, dans les entretiens, ça se traduit par 3 types de discours. Le premier, le plus rare, est de nier l'influence de la clientèle dans la création. On trouve ça chez le chef pâtissière que j'ai interrogé. Ces créations sont le fruit d'une histoire, de rencontres, de souvenirs qui restent omniprésents dans un coin de sa tête jusqu'au moment où un événement survient et rassemble toutes les pièces du puzzle. Dans sa tête, le produit est construit, fini, il reste à transcrire parfaitement les goûts et les textures pour obtenir une réplique physique réelle de son idée. Le deuxième discours, beaucoup plus courant, est dans un premier temps, pour le professionnel, de dire que le produit élaboré l'est pour se faire plaisir avant tout. Donc, d'afficher dans son discours très clairement qu'il crée sans penser à la clientèle. Puis, au fil de la conversation, de révéler des contraintes liées à cette dernière. Par exemple, le chef d'un restaurant gastronomique non étoilé d'Amiens, dont la cuisine est basée sur des produits locaux, travaille d'une manière très épurée. Ce chef m'explique donc dans un premier temps que la cuisine reflète ses goûts et qu'il compose sa carte en fonction des produits qu'il trouve ou qui lui plaisent sans penser à qui les mangera. Un peu plus tard, il me dit regretter de ne pas pouvoir enlever certains produits de sa carte, comme le homard qu'il n'aime pas particulièrement travailler, mais il explique qu'en ayant essayé de ne plus le mettre à la carte, il a vu disparaître toute une partie de sa clientèle, jusqu'à ce qu'il l'arrête. Il explique que c'est un de ces produits inscrits dans la clientèle locale et qu'il est contraint de travailler. Il va même jusqu'à ajouter un peu plus tard que c'est ce genre de contrainte qui fait qu'il sait qu'un jour il partira de cette région. Dans un autre genre, un chef étoilé isolé dans la campagne charentaise est très influencé par ses voyages en Asie et essaie depuis quelque temps d'imposer la cuisine zéro déchet. Il cuisine par exemple les yeux de poisson, torréfie la peau, afin de la broyer et d'en faire un assaisonnement. Il sait ses gestes audacieux pour la cuisine, pour la clientèle locale, et teste ses plats par petits groupes en formule à prix réduit ou non, pour pouvoir expliquer sa démarche, observer les réactions et répondre aux questions des clients avant de le mettre officiellement à la carte du restaurant et après ajustement si nécessaire. Le dernier type consiste en un discours qui intègre totalement le client dans le processus de création. C'est le cas du barman que j'ai rencontré qui travaille dans un 5 étoiles parisien et qui explique que ce qui lui plaît particulièrement dans le métier, c'est la relation de proximité qu'il a avec le client, qui lui permet de créer sur mesure des cocktails en réponse à des envies, des attentes, des goûts, tout y en ajoutant ses propres propositions de produits et de saveurs. En somme, dans la création du cocktail, il y a toujours la base obtenue en conversant avec le client et la petite touche supplémentaire du barman. Cette influence de la clientèle, on la retrouve également au niveau des plats ou des cocktails signatures, comme je l'ai évoqué un peu plus tôt. Dans le cas d'un des chefs étoilés, c'est le seul étoilé localement que j'ai rencontré, et qui m'a longuement parlé de l'histoire de son plat signature. Il se retrouve à la carte depuis l'ouverture de son restaurant, avec un plat signature, un plat hommage très marqué dans la saisonnalité, c'est un chou farci. Tout de suite, ce plat a été adopté par la clientèle et il ne peut pas le retirer de sa carte alors qu'il le voulait, car il est inscrit dans les guides et il est demandé tout au long de l'année depuis plus de 10 ans. De même, le barman dont il était question un peu plus tôt a 2 cocktails signatures dont il ne comprend absolument pas l'origine. Il s'agit de 2 seuls cocktails qu'il ne goûte jamais puisque composés de produits qu'il n'aime pas. De ses propres mots, il explique que si ça ne tenait qu'à lui, il ne les ferait jamais, ces cocktails, qu'il trouve sans intérêt, qu'il ne goûte jamais, alors qu'il goûte régulièrement les autres. Mais là encore, la clientèle tient un rôle central dans sa profession. Ce qui serait intéressant de voir à l'avenir dans Nature, c'est si cette tendance se confirme, et chaque cuisinier serait davantage dans un discours démontrant leur originalité, leur liberté de création, alors que dans les faits, l'influence de la clientèle est omniprésente, ce qui diffère des autres professionnels que j'ai rencontrés jusqu'à là.
Vous le voyez, jusqu'à présent, je n'ai réalisé que 5 entretiens, 2 autres rendez-vous sont pris. Mon corpus est donc, à ce jour, encore très réduit. Néanmoins, plusieurs tendances se dégagent déjà. Les professions émergentes en pleine démocratisation, qui en sont encore au stade de la construction de leur image, de la glamourisation du vocabulaire, de l'éducation du palais de leur clientèle. Ce sont des professions nouvelles qui viennent de l'étranger, pour les torréfacteurs des baristas notamment, ou qui étaient réservées à une élite, comme le dit Solon Barman, et qui ne font pas partie de ces professions mises en lumière depuis qu'elles sont passées du rayon corvée au rayon loisir des librairies, comme aime le dire c'est Rémignac à propos de la pâtisserie. Et se dégagent également les communicants, on vient de parler, ceux qui maîtrisent leur profession et qui ont compris qu'aujourd'hui un chef ne peut exister sans images prises par des photographes professionnels, sans site internet caché, sans apparition dans les magazines ou sur YouTube, et sans tour de table en tablier blanc immaculé en fin de service. Alors que les chefs à l'ancienne se tenaient droit dans leur cuisine derrière leur brigade, les nouveaux chefs se doivent de sortir de derrière les fourneaux et se montrer, ce qui n'est pas toujours très évident d'ailleurs pour certains d'entre eux. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est la manière dont les personnes que je contacte perçoivent ma demande. Lorsque je leur explique qu'au cours de l'entretien, il est question de parler de leur parcours et de la manière dont ils travaillent le goût. Les réponses ont toutes été différentes pour l'instant. Pour la chef pâtissière, le goût c'est la créativité. Pour le barman, le goût c'est le juste équilibre. Et pour les chefs cuisiniers, c'est pour l'un la technique, pour l'autre l'innovation au sein de l'avant-gardisme. Et enfin pour le troisième, l'apport d'autres cultures qui côtoient. Je ne m'attendais pas non plus à la place importante dans le discours de la nouvelle image du métier, véhiculée par les médias et en particulier par l'émission Top Chef, présent dans l'entretien. Lorsque j'ai quitté le milieu, Top Chef n'existait pas, et on n'avait pas imaginé que cette émission ait pu traumatiser en quelque sorte les milieux à ce point. Certes, elle apporte une nouvelle notoriété à la profession, mais elle véhicule une fausse image du métier, en tout cas selon les chefs. Des vagues de jeunes arriveraient en cuisine en pensant qu'il suffit d'avoir un look et de mettre 2 traits de sauce sur une assiette pour réussir dans le métier. Pour les chefs de cuisine, il y a aussi une inadéquation entre la formation et la réalité du métier, un milieu qui évolue selon eux bien plus vite que la formation, à laquelle des modules de gestion ont été mis en place au détriment des bases de cuisine autrefois acquises, puis les horaires de travail toujours omniprésents en décalage complet avec la réalité du métier. Et enfin, ce qui m'a étonné, c'est la place importante des professionnels de la gastronomie hors du processus de création, qui contribuent à faire la profession sans pour autant la créer. L'influence des amateurs blogueurs, les clients et leurs redoutables smartphones, les adeptes de TripAdvisor, les critiques culinaires et les autres penseurs en nourriture, qui constituent à eux seuls un point de vue du champ de la gastronomie. Dans les mois à venir, j'aimerais à la fois continuer à diversifier mon panel d'enquêtés, et notamment penser à intégrer des critiques et pourquoi pas des blogueurs. Je suis encore un peu réservée, mais je vois. Et étoffer la catégorie des acteurs déjà contactés. J'aimerais aussi ne pas choisir la solution de facilité en me contentant des acteurs parisiens. Paris semble être tout de même un microcosme bien particulier, visant en partie les informations obtenues, avec la fréquentation des mêmes établissements au cours du parcours de formation, les voies royales, les fils et filles d'eux, les canalaris similaires. Même si on peut également supposer que certains restaurants gastronomiques situés en province, isolés, exercent un quasi-monopole dans le domaine, et deviennent des établissements références eux aussi à fréquenter au cours de la formation. Et surtout, j'aimerais me concentrer dans les semaines à venir sur les professions émergentes, encore confidentielles, car je pense qu'elles vont être, dans les années à venir, un exemple version accélérée de cette démocratisation qu'a connue la cuisine ces dernières années, tout en ayant intégré les nouveaux codes. J'aimerais aussi m'intéresser aux entrepreneurs de la gastronomie, dont on vient de parler, ces chefs connus de tous qui sont partout sauf en cuisine. Il y a Alain Ducasse, aujourd'hui Yannick Aleno, qui à eux seuls signe la moitié des cartes parisiennes. Ou le plus populaire d'entre eux, celui qui revient régulièrement, c'est Rémignac, qui est tour à tour cuisinier, pâtissier, maintenant chocolatier, présentateur d'émissions de télé, caution du magazine Moment. Mais là, pour avoir compté ma chance, je sais qu'il est imputable. Il aurait fallu que j'arrive avant l'ère Sophie Marceau. Car je vous avouerai que c'est compliqué entre les 2 heures de livre. Entre les mois, c'est vite fait. Donc je vous laisserai avec cette image un peu glamour de la nouvelle gastronomie et je vous remercie de votre attention.